Dans cette séquence, nous allons aborder la gestion durable des agrosystèmes. Nous pouvons faire un constat sur la situation actuelle de nos agrosystèmes. Ils ont une incidence sur la qualité des sols et l'état général de l'environnement proche de façon plus ou moins importante selon les modèles agricoles, ce qui fait que l'un des enjeux environnementaux majeurs est la limitation de ces impacts. Présentons dans un premier temps quelques problématiques agricoles majeures. L'épuisement des sols lié à l'agriculture nécessite des apports d'engrais pour compenser les pertes. Les engrais apportés entraînent une pollution des sols et des nappes phréatiques. L'un des exemples les plus emblématiques est celui des marées vertes de Bretagne qui sont la conséquence d'une pollution en nitrate présent dans les engrais. On constate en effet une augmentation très nette de l'évolution des teneurs en nitrate dans les cours d'eau bretons entre 1980 et 2000. Une certaine prise de conscience de cette problématique environnementale a conduit à partir des années 2000 à limiter dans une certaine mesure l'épandage de nitrate. Un autre problème majeur correspond à la pollution par les produits phytosanitaires comme les herbicides, les insecticides ou les fongicides. On a ici sur cette photographie une pulvérisation de pesticides par avion sur des bananeraies. Aujourd'hui, la Martinique est frappée par le scandale de la chlordécone qui a pollué à la fois les sols mais aussi les écosystèmes aquatiques du littoral. Pour montrer à quel point les pesticides peuvent constituer un problème de pollution de l'environnement mais aussi de santé publique, on peut suivre ici la concentration d'un pesticide, le PCB, dans la chaîne alimentaire aquatique. On constate que si au départ la concentration en pesticides dans l'eau de mer est très faible, ces pesticides vont se concentrer de plus en plus dans la chaîne alimentaire. Ceci a évidemment des conséquences sur la nourriture que nous ingérons, ici à travers l'exemple des poissons. Plus le poisson que l'on aura consommé correspond à un maillon final de la chaîne alimentaire, plus sa concentration en pesticides sera importante. Une autre problématique agricole majeure est l'épuisement des ressources en eau. En effet, l'agriculture utilise plus des 2/3 de nos consommations d'eau. On peut voir sur ce graphique l'évolution de notre consommation entre 1960 et 2002 et les projections d'utilisation jusqu'en 2050 pour satisfaire les besoins alimentaires en se basant sur le système agricole actuel. On comprend donc à quel point l'agriculture actuelle est consommatrice dans un contexte pourtant de pénurie en eau. Enfin, les pratiques agricoles actuelles du travail des sols, par exemple par un labour profond, sont responsables d'une érosion importante qui se traduit en particulier par le lessivage des sols, c'est-à-dire que de la terre cultivable est emmenée hors des champs. Cette érosion des sols entraîne petit à petit une diminution significative de nos surfaces cultivables. Pourtant, on peut comparer les rendements de sols qui ont subi un labour plus ou moins profond. Dans une agriculture traditionnelle, le labour de la terre est profond, ce qui entraîne un sol nu très vulnérable. Ce qui nous intéresse ici correspond à deux éléments fondamentaux. Le premier correspond au travail nécessaire de la terre qui demande à la fois du temps, mais aussi une dépense énergétique avec la consommation de carburant par les machines agricoles. Le deuxième élément est la présence des lombrics dans le sol qui jouent un rôle majeur dans leur aération et dans leur fertilité. On constate que pour une agriculture traditionnelle, il faut beaucoup de travail, beaucoup de carburant et qu'il y a très peu de lombrics dans les sols, alors que pour une agriculture sans labour, le travail mécanique et la consommation de carburant sont beaucoup plus faibles, donc moins chers, et les lombrics sont très nombreux, ce qui augmente la fertilité des sols. Au final, si on compare en dernière ligne les rendements, on constate que dans les deux agrosystèmes, les rendements sont quasi identiques. Il y a donc un intérêt écologique majeur à limiter la profondeur des labours. On peut résumer les quelques problématiques agricoles majeures que nous avons évoquées. Comment peut-on apporter des solutions pour tenter de gérer durablement notre agriculture ? Commençons par envisager des solutions pour limiter le recours aux pesticides. Nous connaissons des animaux qui se nourrissent d'autres animaux, ce qui permet de nous débarrasser des ravageurs des cultures. On voit ici par exemple une larve de sylphe dévorant un escargot, ce qui est aussi le cas de la grive. En reconstituant par exemple les haies autour des champs, on peut permettre le retour des oiseaux qui vont lutter efficacement contre les ravageurs des cultures. Il faut alors passer de grands champs ouverts dits open field aux parcelles plus petites encadrées par des haies constituant le bocage. Les exemples de ce que l'on appelle la lutte biologique ou lutte intégrée sont nombreux.
Les coccinelles, et en particulier leurs larves, sont particulièrement voraces vis-à-vis des pucerons, de la même manière que le hérisson est un allié pour se débarrasser d'un certain nombre d'organismes nuisibles. Quels sont maintenant les moyens qui sont à notre disposition pour limiter le recours à l'irrigation ? La première solution consiste à éviter de pulvériser de grandes quantités d'eau par-dessus le feuillage qui bien souvent n'arrive même pas jusqu'au sol. Il est possible de procéder à un arrosage dit au goutte à goutte, au pied même de la plante et au meilleur moment de la journée en évitant les heures les plus chaudes. Une autre solution consiste à améliorer le système racinaire des plantes grâce à un champignon mycorhizien qui, en se greffant sur les racines des plantes, va permettre d'aller puiser de l'eau beaucoup plus loin et beaucoup plus profondément. Enfin, on peut aborder les alternatives aux engrais. La culture des plantes de la famille des fabacées, comme le pois ou le haricot, permet de limiter la nécessité d'apporter des engrais azotés. En effet, les racines des fabacées comportent des nodosités, qui sont des sortes de petites boules présentes sur les racines. Ces nodosités contiennent des bactéries symbiotiques. Elles vont permettre aux plantes d'utiliser directement le diazote atmosphérique plutôt que l'azote du sol, présent par exemple sous forme de nitrate ou d'ammonium. En effet, les bactéries qui se trouvent dans les nodosités vont utiliser le diazote atmosphérique et le transformer en ammonium NH4+, puis le transmettre aux racines de la plante qui va pouvoir à son tour l'utiliser.